Salut tout le monde, salut, j'espère que vous avez eu une belle semaine. Françoise Boivin, un 9e chapitre déjà, ça va vite, du rapport Boivin. Alors, les semaines se suivent et se ressemblent un peu, mais pas nécessairement au même niveau puis au même endroit. Alors, autant on a parlé beaucoup de la ville de Gatineau, de la visite du maire Labaume la semaine passée, comme quoi, c'est pour ça qu'on dit souvent en politique, une journée, une semaine, ça peut faire toute une différence. Beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Alors, on va commencer aussi vite qu'on le peut. Cette semaine, ça a commencé sur les chapeaux de roue avec cette entrevue spéciale accordée par le ministre Pierre Moreau. Pierre Moreau qui a quitté en début d'année, donc ça fait presque un an, pour des raisons de santé. Pierre Moreau, qui est un des ministres, je dirais, vedettes du gouvernement Couillard, un excellent communicateur, un avocat. Moi, c'est une personne que je connais très bien pour avoir eu plusieurs soirées amicales, là, rien à voir avec la politique, avant même son entrée et la mienne à l'époque en politique, où on a eu des soirées bien intéressantes à jaser avec des amis communs. Un gars sympathique, simple. Alors, c'est tout venu nous chercher quand peu importe ce qu'on pense des politiciens ou ce que vous pensez des politiciens, quand il y a des événements comme ça, tristes, difficiles, on dirait que toute la communauté se met autour de la personne, lui envoie une bonne dose d'énergie et on oublie la partisanerie crasse à ce niveau-là, puis tant mieux. Ça nous rappelle que nous sommes tous des humains. Et là, cette semaine, bien, Pierre Moreau accordait sa première entrevue à Radio-Canada, M. Beauvais, et disait qu'il était pour participer à un brunch dans son comté en décembre et qu'il serait de retour au travail en janvier. La grosse question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, présentement, il est ministre délégué aux revenus. Dans l'ordre des choses, c'est un très petit poste de ministre. C'était juste pour lui permettre de garder ses avantages de ministre pendant qu'il avait à relever les défis santé qu'il avait à relever. Mais là, la question va se poser, tu ne laisses pas un Pierre Moreau, surtout s'il te dit que la santé est au beau fixe. Il y en a qui reprochaient d'avoir pris cette tangente-là, c'est-à-dire d'aller devant les médias. C'était comme s'il lançait un cri au PM. « Hey, youhou, je suis là, je m'en reviens, je vais avoir une grosse job. » Sachant comment ça fonctionne en politique, là, il n'y a pas grand-chose qui se fait au niveau médiatique sans que le bureau d'un premier ministre soit informé quand tu fais partie de l'équipe gouvernementale. Donc, je serais très surprise que Philippe Couillard, qui a passé ces derniers mois comme médecin, entre autres, à s'informer de Pierre Moreau, de sa santé, comment ça allait, parce que ça l'a rejoint lui aussi. Alors, je serais surprise qu'il ne le savait pas. Donc, c'est clair, net et précis que ça, au contraire, c'est peut-être aux autres députés que ça envoie un message. Attachez vos tucs. Ceux qui pensaient peut-être s'en aller au cabinet, bien, ça va peut-être retarder parce que Pierre Moreau revient. Ça peut vouloir dire à certains ministres en place, présentement dans des postes haut gradés, haut placés, comme on pense souvent au Trésor, on pense à la santé, on pense à l'éducation quand on parle des ministères au provincial, on pense à la justice, sécurité publique. Alors, ce sont tous aux affaires municipales, ce sont tous des dossiers qui pourraient retomber, un de ces ministères-là, retomber entre les mains de Pierre Moreau. Mais je suis convaincue qu'ils savent qu'ils sont tellement brassés à peine 2 ans, moins de 2 ans de la prochaine campagne électorale au provincial à Québec. Moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de députés qui poussent un soupir de soulagement parce qu'ils ont besoin d'un autre visage que celui de Barrette. Puis je vous parlerai de Barrette un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, le retour de Pierre Moreau. J'espère qu'effectivement, ça va bien au niveau santé. Je pense qu'il n'est pas assez imbécile pour revenir à l'Assemblée nationale s'il n'est pas à 100% en forme. Parce qu'à 59 ans, avec conjointe, enfant, etc., je pense que la vie est trop courte là, pour aller, puis la politique, ça ne se mérite pas nécessairement de mettre ta santé en jeu. Alors, je lui souhaite bonne chance. Il y a des échos, il y a beaucoup de gens, en tout cas, moi, mes espions me disent que ça pourrait être à la justice, ça pourrait donc avoir un impact sur notre région, façon de parler, parce qu'on a notre ministre régional qui est aussi ministre de la Justice. Mais elle a un gros dossier présentement qui est le dossier du projet de loi 62 sur la laïcité dans la fonction publique et autres.
et ça a l'air que ça bardasse pas mal sur les banquettes, y compris les banquettes libérales. Donc, est-ce que ça prend peut-être le doigté, les forces de communicateurs d'un Pierre Moreau, malgré que Stéphanie Vallée n'est pas barracate non plus en matière de communication, mais Pierre Moreau est peut-être capable de faire une plus grosse job de bras au niveau communication publique sur le sujet, surtout face à des partis d'opposition comme Québec solidaire, Parti québécois, puis c'est un peu de ça que je vais vous parler. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont circulé cette semaine d'intérêt à ce niveau-là. Il y a après le congrès de Québec solidaire, au sortir de ce congrès-là, le week-end dernier, Françoise David, qui a laissé sous-entendre qu'il serait peut-être prêt à faire certaines ententes avec le Parti québécois parce que, selon les sondeurs, le vote nationaliste, souverainiste est souvent très divisé. C'est ce qui donne la porte toute grande ouverte au Parti libéral pour se faufiler et gagner élection après élection après élection, à part quelques petits intermèdes là, péquistes, minoritaires, comme on a pu voir avec Pauline Marois il n'y a pas longtemps. Alors ça ne garantit pas de gouvernement, ça ne permet pas à leur agenda d'avancer non plus. Donc, il semble y avoir une certaine ouverture de Québec solidaire. C'est de la négociation. Comme diraient les Anglais, c'est du give and take. Je t'en donne, t'en prends, t'en laisses, etc. Il n'y a pas grand-chose qui unit entre vous autres et moi, là, Québec solidaire et le Parti québécois. Le Québec solidaire, c'est un parti de gauche, clairement destiné à gauche, alors que le Parti québécois, c'est un peu un ramassis d'un paquet de monde qui vise la souveraineté du Québec, mais qui peuvent aussi bien être de la droite que du centre, que de la gauche, qui peuvent être d'un peu partout. Alors, ce n'est pas évident de rassembler tout ce beau monde-là. On sait que Québec solidaire, eux autres, un gouvernement qui se fait élire, un gouvernement d'un parti politique souverainiste, devrait être en démarche souverainiste lorsqu'il se fait élire. Le Parti québécois, par la voix de son nouveau chef, Jean-François Lisée, a dit qu'il n'y en aura pas de référendum dans le premier mandat. Alors, ils ne se rejoignent pas nécessairement sur quelque chose d'aussi fondamental que ça. Ils ne se rejoignent pas non plus sur la question identitaire, alors que Jean-François Lisée est beaucoup plus fermé en termes de qu'est-ce qui devrait être permis, la laïcité, etc., alors que Québec solidaire, Françoise David, qui est une ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, qui a une position très ouverte parce qu'il représente toutes les femmes, finalement, leur position à eux, c'est de dire on ne dira pas aux femmes comment s'habiller, et ils s'assoient beaucoup là-dessus. Certains pans du mouvement féministe pour dire on n'interdira pas le tchadar, la burqa, le niqab, etc., etc. Alors, ces débats-là n'ont pas fini de faire rage, vont reprendre du poil de la bête. Alors, je ne suis pas convaincue encore que Québec solidaire puis Parti québécois, c'est un mariage qui va nécessairement se faire. Moi, j'ai l'impression que les souverainistes dans la population, ça sert surtout à les calmer, eux, de façon à ce que si jamais c'est encore le Parti libéral qui gagne, bien, qu'ils ne se disent pas, vous auriez peut-être dû vous unir. Là, ils pourront dire, hey, on a fait des efforts. On s'est assuré de pouvoir tendre la main à l'autre et chacun pourra blâmer l'autre à ce niveau-là. Mais celui qui semble bénéficier un peu, ou le parti politique qui semble se faufiler à travers tout ça, puis on a pu le voir dans un sondage CROP, la presse, et un autre sondage qui est sorti jeudi matin, je pense, qui avait été commandé par Jean-François Lisée. Le premier dont je vous parle, c'est celui de CROP et la presse, qui démontre que la coalition Avenir Québec de François Legault vient de passer en avant du Parti québécois. Si j'étais le Parti québécois et les connaissant comme on les connaît, on sait qu'ils ne sont pas tendres avec leur chef. J'espère que Jean-François Lisée va avoir assez de pogne pour ramener sa gang puis dire, regardez, là, on ne paniquera pas. Parce que c'est quand même un sondage. Il en reste des tonnes, des sondages, vous allez en voir, vous allez en lire, vous allez en entendre parler. On va tout respirer par le nez. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, les sondages là-bas. Regardez ce qui s'est passé au Canada. À un moment donné, là, moi, les sondages, j'en ai comme par-dessus la tête. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'ils essayent de créer une certaine forme de narration, puis dire, hey, c'est ça le fil là, qu'on doit sortir. Et ça se travaille, puis ça donne l'impression que, puis ça se joue dans notre tête à tous nous autres qui écoutons ce genre de commentaires-là. Et on sort de ça en se disant, bien, s'ils disent dans les sondages, ça doit être vrai. Et commencez par vous dire qu'il y a à peu près 10 de la population qui répond quand un sondeur l'appelle, puis qui accepte de participer au sondage. Fait que du 10 quand tu divises des affaires à du 30 puis du 35
ça fait plus grand monde sur ta tablette, ça, là. Alors, dans ce contexte-là, prenez ça comme une espèce d'indication, mais ça sert aussi aux stratèges des partis politiques pour essayer d'enligner leurs affaires. Je suis certaine, moi, que ce que ça dit à François Legault, de se voir passer en avant du Parti québécois et d'aspirer à devenir le prochain gouvernement du Québec, parce que les gens, à un moment donné, il va avoir une espèce d'usure d'avoir le Parti libéral là. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont là, ça fait une éternité, mais ils ne sont pas là depuis si longtemps que ça, là. Ils ont remplacé le gouvernement de Pauline Marois. Alors, tu sais, quelque part, mais sauf qu'on a l'impression, à cause de l'austérité, des mesures d'austérité, à cause de plein de choses, on a cette impression qu'ils sont là depuis des lunes puis que ça n'a pas fini de finir. Alors, il y a bien des gens qui disent il faut remplacer par quelque chose. Ça me laisse croire qu'en 2018, quand on aura les élections au Québec, ça ne volera pas haut. Hein? J'ai l'impression qu'on va revivre le NICAB 101 qu'on a vécu, nous, au fédéral. Ça va se transposer sur la scène québécoise. Ça va se crêper le chignon. En tout cas, on en a vu d'autres, là, mais ça sera à venir. Mais le sondage commandé aussi par Jean-François Lisée, c'était pour voir justement comment percevait le membership péquiste une possible alliance sur certaines choses avec Québec solidaire, et c'est très bien perçu. Et la seule chose que ça ferait, ça ne va pas faire une fusion de partis. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Il est question qu'il y ait un NPD Québec. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, j'y crois pas. Puis, comme ancienne néo-démocrate, je saurais vous expliquer un jour pourquoi, là. À mon avis, ça va nuire au Parti fédéral. Ça va peut-être mettre un X là-dessus, mais peut-être que c'est au Québec qu'un NPD Québec a le plus de chances de réussir. Mais ça vient piger dans l'étal de Québec solidaire, qui ont toujours été de très bons alliés du NPD, ou des députés ou des candidats néo-démocrates dans la province, mais qui ne le seront certainement plus s'il y a un NPD Québec aux prochaines élections provinciales. Mais il y en a qui disent que Françoise David aimerait peut-être aller faire autre chose, peut-être Amir Kadir aussi. Donc, dans ce contexte-là, il reste beaucoup de choses en plan. Puis quand tu as 3 députés, parce que là, ils sont passés de Françoise David, Amir Kadir, ensuite Françoise David, Amir Kadir et Manon, j'oublie son nom de famille, mais ces 3-là, ils ont rajouté une 3e députée au groupe. Donc, ça fait... sauf que penser qu'on pourrait aller plus gros que ça, j'ai certains doutes. Alors, il faut peut-être qu'ils repensent, est-ce que leur message pourrait passer à travers un NPD Québec? En tout cas, il y a bien de l'eau qui va couler sous le pont, mais c'est des choses à suivre. Alors, tout ça pour dire, énervons-nous pas trop. Là, on voit déjà Jean-François Lisée qui revient avec ses questions identitaires. Il sait que c'est un clou que les Québécois, surtout les Québécois francophones, veulent taper dessus. Alors, à suivre. On fait une petite pause, je vous reviens avec le ministre Barrette. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Et nous voilà de retour. Alors, on reste toujours sur la scène québécoise et évidemment, ce qui fait beaucoup jaser cette semaine, c'est la fameuse invitation du ministre de la Santé, l'irremplaçable Gaétan Barrette, docteur de profession, maintenant ministre de la Santé, et qui a envoyé l'invitation suivante à un paquet de monde, là, mais surtout des journalistes de la région de Québec, Chaudière-les-Appalaches, mais ça a une incidence ici. En tout cas, ça a fait jaser pas à peu près. L'invitation était la suivante. On invitait les gens à venir
pas en CHSLD, là, un centre d'hébergement de soins de longue durée, mais dans un endroit genre hôtel, on recevait avec ces gens-là, avec la nouvelle bouffe 2016, genre 2016, l'après-horreur de nutrition qu'on a entendu parler cet été. Et là, c'était le message que le docteur Barrette faisait, le ministre Barrette, c'était d'ici 2018, là, c'est fini la méchante bouffe à nos personnes âgées, à nos personnes qui sont en soins de longue durée, qui sont souvent, ils n'ont pas le choix, ils sont placés là parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, ils ont besoin de soins prolongés. Et les horreurs qu'on entendait, vous avez tout entendu parler des patates en poudre, et ainsi de suite. En tout cas, il n'y en aurait plus de ça. Ils ont même fait venir trois je dirais, critiques en matière de nutrition, une nutritionniste, un chef ou deux chefs. En tout cas, ils ont même mis leur petite cote sur une grosse opération là, de charme, une opération que j'appelle Photo Up. Au début, quand j'ai entendu parler de cette invitation-là, que ça a fait les nouvelles, je pense que c'était autour de mardi, ma première réaction, c'était du grand Barrette, tu sais, je veux dire, lui, c'est du tape à l'œil, puis bon Dieu, il a le tour. Il attire, il frappe, il provoque, tu sais, puis en tout cas, il prend beaucoup il prend beaucoup de tout ce qui bouge autour de la planète politique au Québec. Là, il en prend une méchante bonne tonne, rien qu'à lui tout seul. Et les réflecteurs sont souvent sur le personnage, mais c'est tout un personnage. Fait que je prenais ça un petit peu avec un grain de sel, en sachant fort bien que si l'événement qui était hautement médiatisé floppait, mettons que la nourriture était dégueulasse, je ne sais pas, moi, tout est congelé, dégueulasse, texture épouvantable, bien là, il a l'air d'un méchant, il a l'air tata pas à peu près. Donc, c'était quand même un risque, peut-être un risque calculé. Il a peut-être menacé tellement de monde en disant, si vous me faites des mains, ma gang, vous allez voir, il y a des têtes qui vont rouler. En tout cas, tout ça pour dire que ça s'est bien déroulé. En gros, je dirais que les commentaires ont été, règle générale, pas mal positifs. La nourriture n'était pas pire. Évidemment, tu sais, il y a des fines gueules partout. Pas sûr que moi, ça m'irait tout le temps, mais dans l'ordre des choses, juste de pouvoir dire qu'on ne serait pas gêné, on n'aurait pas honte de servir ce genre de nourriture-là à nos personnes qui sont dans les CHSLD, bien bravo, mission accomplie. Il y a peut-être le chef Thierry, je ne sais plus qui, là, lui, il a donné un 4,4 sur 10, mais écoute, on n'est pas en grosse, tu sais, c'est pas le combat des chefs, là. C'est juste au moins de s'assurer qu'au niveau nutritionnel, qu'au niveau de le look, la texture, que c'est quand même acceptable. On parle quand même de nourriture à grande échelle et ainsi de suite. Alors, très, très, très contente que ça ressorte bien. Maintenant, reste à l'implanter. Parce que, comme je disais, c'est bien le fun, ces moments-là, alors que tu es sous les feux de la rampe. Tous les réflecteurs sont sur le concept comme tel. Mais quand ça va rentrer en ligne de compte, quand ça va être implanté partout au Québec, ce que le ministre vise, à ce que d'ici 2018, ça soit partout dans tous les CHSLD, est-ce que ça va coûter plus cher? Est-ce qu'on va donner les budgets pour ça? Est-ce qu'on va faire ci? Dans mon livre à moi, tout était beau jusqu'à une phrase que le ministre Barrette est allé dire et que j'ai trouvé qui était un cheap shot, mais qui était tellement pas nécessaire. Parce que tout le monde était un peu sur un « hey, ça allait bien, ça ressortait bien », les gens avaient l'air contents de l'événement puis de comment ça ressortait. Les membres de l'opposition qui étaient là, mais qui n'ont pas mangé parce qu'ils ne voulaient pas encourager le ministre Barrette dans ses petits moments de folie puis de photo-op, étaient quand même, tournaient d'un parage là, pour faire leurs commentaires aux médias parce qu'ils ne voulaient pas être en reste, mais ils ne voulaient pas prendre les restes. Non, ils n'ont pas mangé les restes. Alors, ces gens-là avaient certains commentaires pour dire « oui, mais tu sais, les questions d'usage, est-ce que ça va être correct quand ça va être vraiment mis en place et ainsi de suite. » Et le ministre Barrette, qui ne peut jamais en manquer une, qui s'en va dire « oui, ça va être fait d'ici 2018, en autant que les syndicats ne me mettent pas de bâton dans les roues. » Et ça, ce n'était pas nécessaire. M. Barrette, dans mon livre à moi, puis pourtant, procureur patronal pendant de longues décennies, ce n'était pas nécessaire. Ça laisse sous-entendre que c'est eux autres qui empêchent les choses de bien tourner, alors qu'on sait qu'ils ont subi des tonnes de coupures, des tonnes de gens qui ont été coupés, les budgets ont été réduits.
Ils font des miracles avec pas grand-chose. Ça, puis une claque, ça attrape, là, pour pas dire pire. C'était comme pareil. Ça fait que j'ai trouvé ça un peu cheap, mais à l'image du personnage. Donc, on va mettre ça, on va lever ça, puis on va jeter ça en dessous du tapis en disant, mon Dieu, qu'elle prend donc pas. Quelque chose d'ultra positif. Il va créer une polémique qui va, si les syndicats ont entendu la phrase, parce que peut-être que c'est comme moi, on l'a entendu comme à côté. Et ça, dans ce temps-là, on dirait que les gens réagissent moins, puis comme la nouvelle est bonne, on passe à autre chose. Mais je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir retenu cette phrase-là du ministre et qui vont l'attendre avec une pioche, un pic, un fanal, appelez ça comme vous voulez. Enfin bref, à suivre. Entre-temps, les députés ont décidé à l'Assemblée nationale, pas de hausse de salaire. C'est sûr que c'est jamais populaire. Moi, je trouve que c'est un manque de courage politique. Quand on compare ce qu'ils font à Québec versus ce qu'ils font au fédéral, c'était un organisme indépendant qui avait déterminé ce que devrait être leur paye. Par ailleurs, ceux qui disent « ouais, il faut les payer plus pour éviter de la corruption », écoutez, si tu fais l'objet de corruption, puis tu te laisses corrompre pour 100 000 à 150 000, bien, sérieusement, là, ta réputation ne vaut pas grand-chose. Alors moi, à mon avis, ce n'est pas du tout une préoccupation. Et ceux qui ont vraiment la passion d'aller en politique, ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas la question de la paye qui fait la différence. Par contre, moi, je crois fondamentalement que ce que tu fais devrait être rémunéré à sa juste valeur. Et quand tu vois ce que les autres députés font au niveau fédéral, en Ontario, dans d'autres provinces, je ne vois pas pourquoi nos députés québécois, tous partis confondus, méritent d'être traités de la façon qu'ils le sont et qu'ils fassent face à la musique, qu'ils s'expliquent, qu'ils l'expliquent à ce niveau-là, ce que ça vaut, le travail qu'ils font. Puis en même temps, bien, qu'on soit un petit peu plus exigeant envers la nature du travail qu'ils font. Puis portons une attention un petit peu plus particulière que juste pendant des campagnes électorales, puis à écouter ce que les sondeurs nous disent, puis 3 fois sur 4, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement. Alors ça, c'était du côté de Québec qui a attiré beaucoup plus l'attention cette semaine que d'autres paliers. Un qui a attiré beaucoup d'attention, peut-être qu'on y porte moins attention parce que le média, je le répète, je les trouve encore très indulgents envers notre premier ministre canadien, Justin Trudeau. Vous allez dire « Ah, c'est un loser parce que tu as perdu ». Je m'en sac, pensez ce que vous voulez, vous avez le droit. Moi, je vous dis, je regarde froidement, je me dis, si c'était Stephen Harper, il mangerait une volée. Alors, il est sorti et les médias anglophones en ont traité à tonnes. Je veux dire, tu ne peux pas ouvrir le Globe and Mail, le National Post sans voir des articles pleine page. Au niveau franco, on n'a quasiment pas entendu parler. Il n'y a que Justin Trudeau sur la scène fédérale au niveau du Québec. Alors, ça, c'est regrettable à mon point de vue. Ce qui est sorti, c'est qu'il y a eu une grosse soirée de cocktails à 1500. C'est vrai que tout est correct, légal, 1500 pièces maximum, mais organisé dans une résidence d'un monsieur de la Chine, un Chinois, et qui a plusieurs contrats avec le gouvernement fédéral. Et on appelle ça un peu, c'est payé pour avoir l'accès au premier ministre. Il y a eu des soirées comme ça avec certains ministres, haut placés, ministres des Finances et autres. Et moi, c'est quand les gens disent qu'ils vont faire quelque chose puis ils ne le font pas. C'est ça qui me met hors de moi. Je me fous du parti politique dans lequel tu es. Quand tu dis à tes ministres, puis ça, c'était Justin Trudeau qui disait, oui, la loi dit 1500, pas plus, mais on va aller plus loin que ça. On va s'assurer qu'il n'y a pas d'apparence de conflit d'intérêts. Quand tu vois que ce même individu-là, chez qui ils font ça, et qui est présent à la soirée avec Justin Trudeau comme tête d'affiche, fait des dons à raison de dizaines de millions de dollars à la fondation du père Feu, le père de Justin Trudeau. Il y a quelque chose qui sort, qu'on regarde ça, puis on se dit, coudon, il est-tu en train de s'acheter? Peut-être que non, mais c'est toute la question d'apparence, c'est toute la question. Et c'était sur ça que je trouvais que Justin Trudeau avait tellement raison au début de son mandat, quand il a dit à ses ministres, j'exige de vous autres, parce qu'on ne veut pas revivre les années Stephen Harper, on ne veut pas revivre les années Jean Chrétien, on veut être plus blanc que blanc. Bien, quand tu dis ça, puis tu n'agis pas de cette façon, moi, c'est là que je décroche, puis que ça me met de mauvaise humeur.
Et il y a toute la question de cette firme qui s'appelle 2020, Canada 2020, qui est une firme, c'est un think tank libéral, qui eux autres aussi ont des gens qui font du lobbying de ministres, qui siègent sur cette affaire-là, mais quand ils siègent là, ils ne sont plus lobbyistes. En tout cas, c'est tellement, moi j'appelle ça de l'inceste politique, là, que ça laisse un drôle de goût dans la bouche, puis ça me fait repenser à ces Moses d'années à l'époque quand je me suis lancée en politique où on voyait ça, on espérait que c'était en arrière puis que nous autres, on arrivait avec quelque chose de nouveau. Et ça me fait juste sortir des odeurs un peu nauséabondes qui font en sorte qu'on ne sera pas surpris si jamais il y a quelque chose qui pète au nez de ce monde-là. Et je pense qu'il faudrait que le PM redresse la barre. Là, il faudra qu'il redresse définitivement la barre. C'est cette histoire de rénovation du 24 Sussex. Le 24 Sussex, là, les gens qui m'écoutaient, c'est pas une résidence pour des soirées d'État. C'est pas la Maison-Blanche. Les Américains, eux autres, c'est là où il y a le cœur de la présidence états-unienne. C'est là qu'est le président, c'est là qu'il dort dans une certaine aile. Il travaille dans le West Wing. Il y a toutes ces choses-là qui sont très différentes ici. Nous, c'est une résidence pour nos premiers ministres. C'est pour aller faire dodo. Quand ils ont des enfants, il faut qu'ils l'ajustent. Quand ils n'en ont pas, bien, tu sais, c'est là, puis ils ont plus de pièces. Mais ce n'est pas une résidence d'État. Et dans ce contexte-là, c'est pas pire, je perds mes cordes, mais pas grave. Fait que quand on regarde ça, on se dit, bien, voyons donc, 38 millions de dollars. Puis là, j'ai fait, ça se peut pas. En 2008, Sheila Fraser nous a parlé de rénovation pour le 24 Sussex nécessaire. Puis c'est un immeuble patrimonial, puis il ne faut pas le laisser aller. Et je crois, moi, qu'il faut qu'on fasse ces rénovations. Et dans ce contexte-là, Sheila Fraser avait évalué, puis il n'y avait pas plus sur la ligne que Sheila Fraser, puis elle a dit ce que ça prend, c'est pour 10 millions. Alors, expliquez-moi pourquoi ça passe de 2008 à 2016, de 10 millions à 38 millions. Et dans le 38 millions, il semblerait qu'on va faire une nouvelle résidence à côté de la résidence pour les quartiers du premier ministre pour permettre au 24 Sussex de devenir une résidence pour les visites protocolaires, chefs d'État et autres. Ce qui est très différent de notre système, parce que d'habitude, c'est chez le gouverneur général où ils vont au, par exemple, Musée canadien de l'histoire, ils prennent les grandes salles symboliques, ils vont au lac Meech, certaines choses. Jamais la résidence du premier ministre sert. Des fois, il y a des soupers privés en tête-à-tête entre chefs d'État, mais rien de protocolaire. Alors, on est en train de changer quelque chose et ça risque d'être sérieux. En fin de semaine, c'est la Coupe Grey. Alors, bonne chance à Ottawa. On se revoit.